Bonsoir, Monsieur Privert, bienvenue à Téléimage. Bonsoir, Monsieur Saint-Louis. Bonsoir, tous téléspectateurs, téléspectatrices, téléimages. Ça fait longtemps, moi avec vous, nous pas rencontrés. Ça fait longtemps Oui. que nous pas parlé. C'est avec grand plaisir à soir. M'accepter l'invitation et me prête pour me prêter mon jeu de partager avec vos téléspectateurs, téléspectatrices, mes préoccupations, ma vision et aussi mon amour pour ce pays. C'est avec plaisir que m'avec nous assoya. Plaisir partagé, Monsieur Privert. Merci parce qu'on a accepté l'invitation. Hein. Oui, une invitation que franchement, de façon très cordiale, on a accepté le tout de go. Et là, ça prouvait quand même que au monde qui quand même ont été une valeur et ajouté une valeur réserve pour la nation. Hein. Je veux dire, nous allons regarder qui gens nous capables de faire causer sous pays ça, que nous tous nous remet, que nous-mêmes nous gagnons l'amour dans le cœur pour lui, et peut-être aider les gens qui ont même tout, journée jeudi à là, et au timon des affaires. Monsieur Privert, vous avez occupé plusieurs postes dans l'État. Franchement, et au bon parcours, nous sommes essayé de regarder là ensemble, son parcours qui est exemplaire, un parcours qui est chargé avec un pile d'expérience, mais avec un pile douleur tout, nous ne pouvons pas parler de ça. Eh bien, je veux dire, pour nous commencer, en commençant, et tout de go, parce que moi, je fais ça, parce que de temps en temps, nous rencontrons officiels, il faut me dire que l'interview, ça l'a fait non seulement pour le peuple haïtien en général, c'est près de 12 millions qui sont en Haïti, mais tout pour diaspora haïtienne, ça, nous-mêmes qui sommes à l'étranger, les Haïtiens vivant à l'étranger. Bon question que ces jours-ci n'a posé tête nous, surtout après, eh bien, question information, ça qui tombait là, côté que nous, ULCC, je dis à la, il a fait des enquêtes et qui visaient justement les anciens membres du Conseil présidentiel de transition. Monsieur Privert, l'autre au timon des affaires, est-ce que tu jamais fait déclaration de patrimoine nous? Et est-ce que, monsieur est certain que vous êtes très à l'aise ensemble avec nous, nous mettons à l'aise tout, est-ce qu'on a dit la nation, combien comme au président de la République, ou même à l'époque où tu es touché? Nous avons commencé comme ça pour nous, il faut nous dire tout dans l'interview, ça nous va essayer et dissiper toutes les perceptions et éclaircir beaucoup de choses. Déclaration du patrimoine, nous remarquons ces jours-ci, officiel haïtien, elle n'est pas faite. Est-ce que tu es fait pour là et qui j'en et ou même, dis-nous combien vous avez touché comme président provisoire, tout monsieur Privert. Dis-nous combien vous avez joué dans la caisse d'État. Qui j'en caisse l'autre est monté sous pouvoir. Quelle question compliquée. Et absolument. Jocelyn Privert est toujours respectueux des lois et de la constitution de son pays. Toute obligation que la loi mettait à la charge, moi, que ce soit comme simple citoyen, que ce soit comme fonctionnaire de l'État, que ce soit comme responsable public, toujours répondre à toutes. En ce qui a trait à Salem comme président de la République, salaire président est clairement fixé dans le budget. Pas de secret là-dedans. Si me rappelais cheminement, moi, comme directeur général des impôts, j'ai gagné 20 000 gouttes de salaire. Comme secrétaire d'État aux finances, j'ai gagné 30 000 gouttes de salaire. Comme ministre de l'Intérieur, j'ai gagné 50 000 gouttes de salaire. Non, comme ministre de l'Intérieur. Comme sénateur de la République, j'ai gagné 121 000 gouttes de salaire. Et comme président, 250 000 gouttes de salaire. Mais 250 000 gouttes, pas rentrer dans main comme revenu. C'est le salaire brut. Et de ce salaire brut, que ce soit à la DGI, aux finances, au Parlement ou à la présidence, il pourra déduire là-dedans les obligations qui sont mises à votre charge, parmi lesquelles 8% à titre de fonds de pension, 1% c'est caisse d'assistance sociale, 1% fonds d'urgence, 1% de la contribution au fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales, et finalement l'impôt sur le revenu. Et globalement, des 250 000 gouttes, viennent rentrer dans la main comme président de la République 186 000 gouttes. Et le budget, la loi, te permet un complément de salaire qui en aucun cas pas qu'à dépasser
30% du salaire global. Ce qui veut dire, l'on gagne 250 000 gouttes de salaire, ou gagne 30% qui vaut 75 000 gouttes de complément de salaire. Complément de salaire, ça, lui compenser en quelque sorte les retenus qui étaient pratiqués sous salaire. Là. Et c'est vrai, mon président, il y a une allocation de carburant, il y a une allocation de carte de Oui. téléphone. Il y a des frais. Mais non, les frais, c'est le complément de salaire qui équivaut à 30% du salaire de base. C'est OK. ça qui constitue le Complément de revenu salaire. OK, qui entre dans le salaire là. qui rentre dans le salaire, dans le revenu comme salaire que vous payez. Et il n'y avait pas de carte de débit. Et ces salaires, ça qu'on recevra chaque mois qui constitue un émolument. Et ça, est valable pour tout président. Aujourd'hui, dans l'ensemble de la fonction publique, en plus du salaire de base, complément de salaire là, il y a une propension à accorder à tous les fonctionnaires une carte de débit qui, dans bien des cas, dépasse de très loin les salaires qui sont reconnus et autorisés à travers le budget de la République. Très bien, très bien. Merci pour ça, Wap éclairci nous, surtout que même dans la question budget, dans la question finance, où tu es évidemment au monde, où sont monde qui est très près dans le chiffre et dans l'argent de l'État, puis tu es directeur et DGI, Direction Générale des Impôts. Merci pour ça, parce que je pense que c'est important pour nous commencer comme ça, pour nous éclaircir tout le monde, pour que tout le monde comprenne. Parce qu'il y a des gens qui ont une perception que le président de la République, là, eh bien, il a une équipe qui rentre dans le mail, certainement, il fait cobli, et non seulement il a un salaire, il a d'autres façons de faire cob. En fait, nous allons regarder un peu plus tard qui gens ça fait et qui si ça fait effectivement. Parce que quand même, il y a pile rumeur, il y a pile, et souvelé, il y a pile perception dehors. Mais maintenant, comme ancien président provisoire, qui gens qu'a décrit en quelques mots état de la nation, ça pays en tourné journée jeudi à là, sous plan sécurité, politique et sociale, qui j'aurais question ou même en tant que citoyen et comme ancien président provisoire quand même, ou te font transition, je dis à l'organe des pays qui saurait. C'est avec Siri. Et lorsque le Devoir m'avait appelé en 2016 à occuper les hautes charges de l'État, moi j'étais motivé par le souci de restaurer la stabilité politique et institutionnelle du pays. M'te quoi, seule la stabilité politique et institutionnelle capable de garantir pour que des investissements puissent être réalisés dans le pays pour produire de la richesse, créer des emplois et améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. Malheureusement, les nouvelles autorités ont failli à leur responsabilité de respecter les échéanciers électoraux. Ainsi, les élections sénatoriales attendues en 2017 n'ont pas été tenues. Des élections législatives sénatoriales en 2019 n'ont pas été tenues. Et le deuxième lundi de janvier 2020, malheureusement, le pays, une fois encore, l'y renoué avec sa nouvelle dysfonctionnement institutionnel avec la fin du mandat de l'ensemble des membres de la Chambre des députés et de 2/3 du Sénat de la République. Ce vide institutionnel, ce vide législatif, pral mettait en difficulté le 7 juillet 2021, après l'assassinat du président dramatique, du président de la République, tous les mécanismes qui te doivent permettre de combler une vacance présidentielle, malheureusement, tous deux mécanismes pral inopérants. L'article 149 de la Constitution lui prévoit deux façons de combler une vacance présidentielle. Si cette vacance est produite entre la première et la quatrième année, c'est le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, qui exerce le pouvoir exécutif. Si cette vacance se produit à partir de la quatrième année,
c'est l'Assemblée nationale, au terme de l'article 98.3, qui élit un président provisoire de la République. Malheureusement, au lendemain du 7 juillet 2021, il n'y avait pas d'Assemblée nationale pour élire un président provisoire. Pire, depuis la démission du Premier ministre Jean-Louis Séan en mars 2019, le président Moïse n'a jamais pu arriver à faire ratifier un Premier ministre. En dépit du fait qu'il était disposé au Sénat de la République 25 sénateurs comme alliés sur 29 et 100 députés sur 119, malgré cette importante majorité dans les deux chambres, il n'a pas jamais réussi à faire ratifier un Premier ministre et certaines autres institutions indispensables pour la consolidation de la démocratie. Ainsi, le 7 juillet 2021, le pays s'est retrouvé dans un vide présidentiel, sans un parlement pour élire un président, sans un gouvernement pleinement légitime. Et je persiste toujours à dire, heureusement que 3 jours avant son assassinat, le président Moïse avait nommé M. Ariel Henry comme Premier ministre. Parce que le gouvernement, qui n'était pas légitimé par une ratification parlementaire, celui de Jules Joseph, avait présenté sa démission au président en mars 2019. Et M. Claude Joseph, ministre des Affaires étrangères de ce gouvernement, était chargé d'un intérim. Donc, au lendemain du 7 juillet 2021, pas de parlement pour élire un président, pas de gouvernement légitime pour assurer cette transition. C'est pour éviter un conflit latent entre Ariel Henry fraîchement nommé et Claude Joseph qui assurait l'intérim au départ du roi de Jules Joseph, que Ariel Henry serait appelé à former un gouvernement et à négocier un accord politique. Malheureusement, le Premier ministre Ariel Henry va rester plus de 31 mois au pouvoir sans organiser les élections de nature à restaurer l'ordre constitutionnel. Et pire, le CPT, qui avait malheureusement été appointé parce qu'aucun article de la Constitution ne prévoit cette forme de pouvoir exécutif. 21 mois aussi, Justement. sans l'organisation des élections. Et aujourd'hui, quelle est la situation? Quelles sont les conséquences de cette dérive? Un pays totalement contrôlé par des groupes armés, 60% de nos compatriotes vivent en dessous du seuil de pauvreté, 6 millions en insécurité alimentaire, près de 2 millions forcés d'abandonner leur résidence pour s'installer dans des camps de fortune, l'économie nationale en constante régression, passant de moins 1% en 2021 à moins 4,6% en 2024, alors que la population croît au rythme de 1,8 avoisinant 2%. C'est l'appauvrissement total de l'ensemble de la communauté haïtienne. Conséquence dramatique de cette longue crise que le pays gère depuis 6 longues années. Une transition permanente, une transition qui a trop traîné, il semble. On va venir ensuite sur votre transition à vous, transition pour l'un, ou même vous avez une petite transition tout court, à nous dit quand même vous aller au-delà de transition quand même. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Mais pendant ce temps, vous sauf une belle description, une belle râlée de qui Jean et qui côté une sortie pour une mine là. Et voici on perd les conséquences aujourd'hui. Les conséquences évidemment sont dit là et gang yo, et ben yo contrôler dans moment là 80% dans le territoire, dans la capitale là. Nous gardons un exode de jeunes qui partent dans plusieurs pays. Et mon Dieu, situation où se décrit tellement bien, où connaît situation plus qu'un pile monde. Mais ou même, qui genre situation ça arrive sous personnellement? Personnellement, qui ça choque dans la situation ça? Et ou même qui j'en recevoir, qui j'en well? Puisque quand même ou citoyen, ou tu es au service pays, ou tu es président provisoire, ou dans le pays, ou à évoluer. Qui j'en ouais situation ça? Et qui lecture de situation? Et qui sont faits pour situation ça tout? Et c'est avec serré.
Mabdou, comment moi situation ça? Euh, En 2016, le pays était au bord de l'anarchie et du chaos. À mon corps défendant, président du Sénat de la République, j'ai abordé la question avec le président Michel Martelly en fin de mandat et avec la collaboration du président de la Chambre des députés, le Scholzer Chancy, on a entamé des discussions et on a abouti à l'accord du 5 février 2016 qui a évité au pays cette catastrophe dans laquelle elle allait être plongée. Aujourd'hui, j'avais comme responsabilité de restaurer l'ordre constitutionnel, d'organiser des élections. Les élections ont été organisées et le 7 février 2017, le pouvoir a été remis au nouveau président démocratiquement élu dans un pays politiquement stable, institutionnellement fonctionnel et pacifiquement apaisé. Tous les signaux, tous les clignotants annonçaient que le pays était sur la voie du renouveau. Des offres de création d'emplois, de nouvelles entreprises annonçaient leur arrivée sur le pays. La monnaie nationale se stabilisait. L'économie nationale a renoué avec la croissance, bien qu'elle était faible, mais on était sorti de -1 à 1% de croissance. Malheureusement, moins de 5 ans plus tard, nous retrouvons dans le même état que nous avons évité en 2016. Là. Et la question que nous avons posée à tout internaute, téléspectateurs, téléspectatrices qui ont regardé entrevue ça, les élections sont la voie royale pour doter le pays d'institutions légitimes dans le cadre d'un régime démocratique. Les élections de 2015-2016 ont coûté au pays 160 millions de dollars américains. On a dépensé 160 millions de dollars américains pour quel résultat? Quand on Du a trésor public, rapidement. du trésor Le public, trésor public, l'international, du trésor public. la première phase électorale 2015 a été financée en partie entre le trésor public et la communauté internationale. La deuxième phase a été financée dans sa totalité à partir des ressources du trésor public. Et quand je dis que 160 millions de dollars engagés dans des élections pour créer cette stabilité, on a fait le choix de ne pas construire 160 kilomètres de route. On a fait le choix de ne pas construire 160 lycées, de ne pas construire 320 écoles nationales pour assurer cette scolarisation universelle et massive de nos jeunes pour créer la stabilité politique. C'est avec le cœur serré aujourd'hui, je dis, que toutes ces ressources-là sont gaspillées pour provoquer cette crise que nous vivons là aujourd'hui. Quel Haïtien, quel compatriote ne peut ne pas s'en sortir bouleversé face à un tel drame? Tout à fait, tout à fait. C'est triste. Et ça fait saigner le cœur. Et là maintenant, on nous parlait de bilan Pao, ou même comme président provisoire à l'époque. Et bilan, président sous, c'était de 2016-2017. Donc nous parlons de un petit retour en arrière sous présidence provisoire pour là. Eh bien, pour vous-même, qui est l'objectif principal? On se dit que c'était pour organiser l'élection. C'est vrai, mais je dis, nous presque, pas dit que c'est pareil. La situation n'est certainement pas pareille. C'est une autre situation, un autre moment que nous vivons là, dans ce moment-là, que le moment pour là. Mais l'objectif principal là, qui s'altérait, pour mandat de transition, ça côté gagnant. Et puis, ou même, est-ce que vous considérez côté réussi et qui sont réussi? Qui c'est que plus grande réussite tout d'après vous? Évidemment, je suspecte déjà que la réponse, c'est les élections qu'on organise. À part de ça, qui ça qu'on pense côté fait pendant qu'on était sous pouvoir comme président provisoire? L'accord du 5 février, qui était socle, d'accord, des feuilles de route de cette transition, était clairement fixé l'objectif principal de mon mandat. C'était la reprise du processus électoral.
Mais pour assurer reprise processus électoral là, il y avait un ensemble de conditions que je devrais d'abord réaliser. Parmi ces conditions, il faut former un gouvernement de consensus. Former un gouvernement de consensus dit rencontrer les acteurs politiques, négocier avec les groupes politiques représentés au Parlement et identifier les personnalités capables de s'engager pour conduire cette transition. Deuxièmement, moi, j'ai une obligation tout pour me reformater le conseil électoral provisoire. Rappelez que le conseil électoral qui est organisé première phase, élection qui pas abouti, 4 de ses membres étaient impliqués dans des actes de corruption et étaient forcés de présenter leur démission. Il me fallait recontacter les secteurs les ayant désignés pour leur demander soit de proposer de nouveaux membres, soit de les remplacer. Et ça a pris du temps pour former ce nouveau conseil électoral qui était partie prenante de mon mandat. Et autre élément inscrit dans le cadre de cet accord, lors des contestations soulevées à la suite de la publication des résultats du premier tour des élections présidentielles, et des dénonciations de fraude, d'irrégularités graves ont été dénoncées par nombre d'acteurs politiques. Et c'est pour cette raison que le deuxième tour a été en maintes fois repoussé jusqu'à être annulé sine die. Le président Martelly avait mandaté une commission présidentielle spéciale chargée de faire le jour sur les irrégularités dénoncées. Cette commission présidée par le professeur Ronnie Desroches, dans son rapport de circonstance, avait dit il a observé de nombreuses irrégularités assimilables à de la fraude et recommande une évaluation approfondie de cette première phase du processus électoral. Donc, dans l'accord du 5 février, il était dit aussi que j'avais à procéder à cette évaluation des étapes déjà franchies. Et les discussions que j'ai eues avec les acteurs politiques pour restaurer la crédibilité du processus électoral et encourager la participation populaire, j'ai été sommé de créer une commission indépendante de vérification électorale. Et cette commission, effectivement, a travaillé, a analysé le processus électoral et a fait des recommandations. C'est à la suite de l'ensemble de ces premières étapes que le processus électoral proprement dit pouvait être relancé. C'est vrai, c'était ma mission, organiser des élections, mais il me fallait compléter ce processus-là. Mais par contre, en mille chemins, j'ai eu aussi à faire face à des impondérables que personne n'espérait qu'il me fallait gérer. Moins d'un mois après ma prise de fonction, une grande inondation a frappé le département du Nord. Des pans entiers de l'économie nationale, de l'agriculture ravagée, des compatriotes tués, de graves inondations. Il me fallait mobiliser des ressources financières pour répondre à ce besoin. Les élections étaient programmées pour le 7 octobre 2016. Voilà que 3 jours avant la tenue de cette élection, le monstre Mathieu s'est abattu sur le pays. 2 millions de compatriotes se sont retrouvés dans des tentes. 2 milliards de dollars de pertes subies dans l'agriculture, l'habitat, les infrastructures routières. Il fallait non seulement répondre aux urgences de cette catastrophe, bien sûr, avec l'appui de la communauté internationale, mais aussi il nous fallait réparer les routes pour la reprise du processus électoral. Il nous fallait reconstruire les écoles qui devraient habiter les centres de vote. Ça, en quelque sorte, a augmenté la charge de cette transition et avec satisfaction, je peux dire que plus d'un mois justement après cette catastrophe, les élections ont été tenues et étaient considérées comme l'une des meilleures organisées dans le pays. C'est vrai, j'aurais pu faire autre chose. Toutes les institutions républicaines étaient fonctionnelles.
Le Parlement était au complet. 29 sénateurs sur 30, 119 députés. Le directeur général de la police a été nommé et ratifié par le Sénat de la République. Les conseils d'administration des banques d'État ont tous été ratifiés par le Sénat de la République. J'aurais pu en profiter aussi pour initier le processus devant former le conseil électoral permanent. Mais il fallait s'attendre aussi à ce que l'opposition, Justement. bien à ce que les acteurs politiques me disent que ça ne faisait pas partie de mon mandat et ça aurait pu être OK. un irritant dans la conduite du processus électoral. Les autorités locales ont été installées dans leurs fonctions. 1 million de gouttes a été attribué à chaque conseil municipal pour lancer leurs premières opérations. On a fait le maximum sous contrainte, comme on dirait ordinairement en économie. Voilà. Mhm. OK. Très bien. Un bilan positif. Et pour vous-même, c'était un bilan à succès, et j'en décris là. Et apparemment, ça nous a amené sur justement la route, on nous dit, quasiment démocratique. Le président était élu et c'était maintenant Jovenel Moïse à la présidence. Maintenant, en parenthèse, pendant qu'on t'a fait, et évidemment, on t'a ban nos bilans, on t'a dit nous qui ont été dégagés pendant qu'on t'a fait présidence provisoire ça. Qui ont rapport avec l'international là. Très souvent, on parle de l'international. Les ingérences de l'international, aujourd'hui, on en parle. Eh bien, il n'a pas qui ont rapport avec l'international, les ambassades, les ambassadeurs, et corps groupe là, on nous dit carrément, moun sa qui toujours gagne et tendance fourrer bouchon dans les affaires pays d'Haïti. Est-ce que ça t'est arrivé pendant côté président? Et qui soit qu'à raconter nous? Parce que je dis à me souhaiter que vous capable de dire nous les barres, qu'on pas jamais dit l'autre côté, qu'on peut dire peut-être première fois. Avouez-nous, est-ce que vraiment pendant la présidence, rapport avec l'international là, il était correct, il était, bon, pas dire cordial, c'est de la diplomatie quand même. Mais est-ce qu'il était correct? C'est peut-être le mot à utiliser. J'ai développé durant mon mandat d'excellentes relations avec les chefs de mission diplomatiques accrédités au pays. Ça ne voulait pas dire que ces missions diplomatiques dictaient ma conduite. J'avais une responsabilité, il m'incombait d'assumer cette responsabilité. Certaines décisions prises par mon administration peuvent ne pas avoir plu à certains partenaires. Mais si ce sont des décisions relevant de la souveraineté nationale, ils ne pourraient pas m'empêcher de les exécuter. La formation de la commission indépendante de vérification électorale, évidemment, était très mal comprise par certains partenaires. Certains avaient même objecté si je devrais former cette commission, ils ne participeraient pas au financement du processus. Mais ils ne l'avaient jamais présenté comme un ultimatum. Ils reconnaissaient, et je le dis publiquement, que Haïti est un pays souverain. Il revenait à moi, comme responsable, de savoir quelles décisions prendre pour mon pays. Ils peuvent aussi OK. décider de ne pas contribuer. Et ma réponse a été simple. Je ne refuserai Très pas bien. une contribution. Mais si vous décidez de ne pas contribuer, il me fallait trouver moi-même les ressources nationales pour le faire. Et vous n'imaginerez pas comment le peuple haïtien avait sauté sur l'occasion pour prendre en main cette responsabilité. Ils étaient de tous bords, de tous horizons, de toute communauté à décider à apporter leur contribution. J'ai reçu des compatriotes de la diaspora et des organisations, ils étaient tous disposés à apporter leur contribution, des fonctionnaires de l'État, des parlementaires, les organes de presse, tous ils cherchaient un moyen à apporter leur contribution. Pour ne pas être emballés dans ce désir, dans cette volonté manifeste de participer et retarder le processus électoral, malheureusement, j'ai dû engager des fonds du trésor public sans profiter de cette opportunité de faire participer mes compatriotes
au financement de ce acte de souveraineté nationale. Ah, d'accord. Malgré les offres de ses compatriotes, donc c'est le Trésor public qui avait financé cette étape importante pour la transition. Donc, en quelque sorte, pas de gain, aucun appel, aucun message, aucune pression de loin et de près et de façon diplomatique qui t'a fait avec les partenaires internationaux, comme ça, les amis d'Haïti. On parle de l'ambassade des États-Unis, évidemment, le représentant du Canada et la France. Donc, rapport ça, pas tu as un bon rapport avec eux, dit. Il faut aussi comprendre, je t'ai dit au tout début que la première phase du processus électoral a été financée en grande partie par les partenaires financiers internationaux à travers la création d'un basket fund où le Trésor public avançait des fonds et la communauté internationale y contribuait. Après la tenue des premières élections, les observateurs internationaux représentants de ces pays dépêchés en Haïti avaient applaudi la bonne tenue du premier tour des élections. Or, c'est ce premier tour applaudi comme une réussite qui a été dénoncé par nombre d'acteurs politiques. Donc, toute remise en question de ce processus ne peut qu'être un camouflet pour ceux qui avaient applaudi la bonne tenue. Et ça permet de comprendre pourquoi ils étaient réticents à contribuer au financement de la deuxième phase. Mais il y a eu des offres. Et ça, c'est peut-être la confidence. Tel pays avait promis de financer l'impression des bulletins de vote pour nous. Et ma réaction a été, si la communauté internationale, les pays amis avaient refusé de financer, je ne prendrai pas du financement de notre partenaire. Tel autre pays, tel autre ambassadeur avait dit qu'il serait prêt à apporter 2 millions de dollars à la réalisation des élections, il suffirait d'une correspondance du ministre des Affaires étrangères. Ma réponse a été, si le pays veut contribuer, qu'il donne la contribution. S'il me fallait écrire une lettre pour demander, on n'écrira pas cette lettre. La lettre n'a pas été écrite et le sang n'a pas été accordé. Je dis péremptoirement. La reprise du processus électoral en novembre 2016, le 20 novembre, a coûté au pays 60 millions de dollars tirés exclusivement des fonds du Trésor public. Intéressant. Donc le pays peut organiser ses propres élections. C'est peut-être une conclusion qu'on peut avoir finalement. Nous n'avons pas vraiment besoin de l'argent international là, de partenaires internationaux, si vous voulez, comme ça, pays amis, soi-disant, pour nous faire propre élection. Nous. C'est peut-être une conclusion que nous sommes capables de faire là. Mais en avancée, avec un peu de recul, M. Privé, je dis à là, qui sont pensés qu'à faire autrement pendant la présidence pour plus bien préparer le pays pour affronter la crise que nous la donne, je dis. Est-ce que quelque part, bon, pas dit pour blâmer tête ou, ni reprocher tête ou rien, mais qui sont à faire différemment? Si je dis, puisque on regarde les situations, j'en lis là, si c'était un recul ou fait, un retour dans le temps, côté sous pouvoir, côté gain transition qu'on a mené, qui sont à faire différemment? Si gagnons vraiment handicap qui empêche à chaque fois pays à retrouver dans situation ça, il pas qu'à sortir avec célérité dans le délai imparti par la Constitution, c'est l'absence du Conseil électoral permanent. S'il y a une décision que je regrette n'avoir pas eu l'opportunité de mettre en place, c'est le Conseil électoral permanent. À chaque fois qu'on a une crise au niveau du pouvoir exécutif, nous avons trois réalités pour nous faire face à elle. Tout changement à la tête de l'exécutif implique un changement au niveau du gouvernement, ce qui est anormal. L'exécutif bicéphale, le président de la République peut être empêché, président qui a démissionné, président qui a frappé des capacités physiques ou mentales. Mais le gouvernement doit rester en fonction pour organiser
des élections partielles. Mais pour l'organiser, faudrait-il bien qu'il y ait un conseil électoral permanent en place. Deuxième obstacle. Depuis 1987 que nous adopté la Constitution, nous pas jamais arrivé à élaborer une loi électorale permanente. À chaque fois pour nous faire élection, faut nous faire un décret électoral. À chaque élection que nous avons fait depuis 1987, tout c'est un conseil électoral permanent provisoire, alors qu'on aurait dû avoir un seul conseil électoral provisoire. Oui, conseil électoral Troisième élément, permanent. permanent. Je dis c'est trois obstacles. Le départ du président n'implique pas le renvoi du gouvernement. Un décret, une loi électorale permanente est indispensable. Un conseil électoral permanent, c'est la clé de voûte permettant de respecter scrupuleusement les délais prévus par la Constitution pour la gestion d'une transition de façon à restaurer l'ordre constitutionnel rompu. Et s'il y a une urgence pour les nouvelles autorités à sortir des prochaines élections, c'est de profiter pour la mise en place de façon irréversible du Conseil électoral permanent. Conseil électoral permanent qui n'a jamais pu être institué finalement dans le pays. Il y a des gens qui disent que c'est le gouvernement qui a raison, eux qui fait ça, chaque fois, ils ont besoin de mettre les gens par eux à dans le conseil là. Bon, ça, c'est les gens qui disent, n'ont pas prêté sous ça. Mais dans l'avancée, pour nous dire que certains gens estiment que. Oui, M. Privert. Je peux vous annoncer une information. Dans la version originale de la Constitution, Conseil électoral permanent est doué sortir des assemblées locales. Et la structure mise en place au niveau des collectivités territoriales. Les sections communales sont dirigées par un organe exécutif, les conseils d'administration de la section communale et l'assemblée de la section communale. Chaque assemblée de section communale délèguera un représentant à l'assemblée municipale. Chaque assemblée municipale délèguera un représentant à l'assemblée départementale. C'est l'assemblée départementale qui est responsable pour élire un conseil départemental et les 10 conseils départementaux doivent former un conseil interdépartemental. Et c'est ce conseil interdépartemental qui va siéger au conseil des ministres avec voix délibérative chaque fois qu'il s'agit de la gestion des collectivités territoriales. Mais les assemblées départementales jouent un rôle fondamental dans la mise en place des institutions indépendantes et aussi de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Les assemblées départementales, chacune d'elles, devrait désigner 3 membres. Et ça ferait un panier de 30 personnalités. De ce panier de 30 personnalités, le pouvoir exécutif allait en prendre 3, le pouvoir judiciaire en prendre 3 et le pouvoir législatif 3 qui donnera les 9 membres du Conseil électoral permanent. Malheureusement, depuis 1990, on n'a jamais pu arriver à mettre en place les différentes assemblées municipales et départementales qui est l'obstacle majeur. Alors, je dirais qui était l'obstacle majeur à la mise en place du Conseil électoral permanent. La version amendée de la Constitution a modifié cette disposition et devrait permettre une procédure célère pour la formation du Conseil électoral permanent. Le pouvoir exécutif désignera 3 membres, le pouvoir judiciaire désignera 3 membres, aucun critère n'a été défini par la Constitution, alors que le pouvoir législatif devrait choisir 3 membres en assemblée nationale à la majorité des 2 tiers. Or, vous comprenez très bien, réunir une assemblée nationale
pour choisir 3 membres pour nous former conseil électoral permanent, a une guerre permanente entre la Chambre des députés et le Sénat pour le choix de ces 3 membres-là. Donc, malgré cette atténuation, rapport de force, donc il n'a pas jamais arrivé à entendre, et ce qui a rendu impossible la formation du conseil électoral permanent malgré cette procédure allégée. J'ajouterai pour dire, les assemblées locales sont aussi indispensables pour la garantie pour l'indépendance du pouvoir judiciaire. Ce sont les assemblées municipales au niveau des communes qui sont appelées à proposer au pouvoir exécutif les personnalités à être nommées juges dans les tribunaux de paix. Donc, sans les assemblées municipales, les juges dans les tribunaux de paix sont nommés directement par le pouvoir exécutif, bien sûr, avec le CSPJ. Au niveau des départements, ce sont les assemblées départementales qui doivent recruter et proposer aux autres pouvoirs les personnes appelées à être juges dans les tribunaux de première instance et les juges au niveau des cours d'appel. Donc, sans la mise en place de ces assemblées, les juges des tribunaux de première instance et ceux des cours d'appel continuent à être nommés par les deux pouvoirs sans la participation des assemblées départementales, d'où la non mise en place de ces assemblées participe d'une volonté de ne pas garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire. Ce n'est pas une démarche innocente à chaque instant de bloquer la mise en place des assemblées locales. Les assemblées locales, ça paraît très fondamental. Et tout est, on s'explique bien des marches et tout ça qui pour faire pour venir avec, venir joindre juste finalement l'assemblée départementale. Ça, c'est un bail qui, il paraît que c'est très difficile, il paraît que nous ne pouvons jamais arriver là-dedans, pas les négatifs, ni on ne veut pas, on ne veut pas. La négativité, mais on ne veut pas. On ne veut pas. Les dernières élections, justement. Les dernières élections, le conseil électoral provisoire que j'avais formé avait organisé les élections indirectes pour former assemblée municipale, assemblée départementale, conseils départementaux et conseils interdépartemental. Les résultats ont été communiqués au président Moïse. Un nombre de sénateurs ont adressé une correspondance, demandé de surseoir à la publication des 10 résultats en attendant le vote de la loi 4 de la décentralisation. Or, cette loi 4 de la décentralisation de 1987 à nos jours n'a jamais été implémentée. Pendant mon passage au Sénat, j'ai soumis à mes collègues sénateurs une proposition de loi 4 de la décentralisation que le Sénat a votée, mais qui continue aujourd'hui encore à dormir dans les tiroirs de la Chambre des députés. Ce qui montre effectivement qu'il y a un manque de volonté réelle. C'est important de parler de ces choses. Wow, intéressant. Merci quand même pour toute l'explication, pour toute démarche qu'on expliquer qui pour arriver joindre, et nous capables de dire pour nous rentrer dans la normalisation des choses pour le pays, pour l'État, nation capable de fonctionner. C'est vraiment grave, j'en ai compris là, et merci pour l'éclaircissement ça qu'on a apporté pour nous. De notre côté, certains gens estiment que la transition qu'on a dirigée n'a pas suffisamment renforcé l'institution, l'État, l'institution pays, notamment justice, la justice, la police. Qui j'en répondre à critique ça yo. Puis c'est aussi dit nous ou vraiment bien informé, bien imbu de ça pour monde faire pour capable mettre un état de droit sous place. Pendant la transition là, ils reprochaient qu'on pas de faire ça ou même. Ou pas la justice la justice la police tout ou pas arriver renforcer. Qui j'en répondre à critique ça yo. Et la police nationale, non seulement monde qui était dans cette police là, il était pleinement légitime. L'aime arrivé président, le directeur général de la police nationale était nommé ad interim par le président Martelly. Ça m'bra la pointe m'bra soumettre à la ratification du Parlement. Le Parlement va le ratifier.
Donc, il détient toute la légitimité constitutionnelle pour agir en tant que directeur général de la police sans interférence des autorités politiques. J'ai participé à des cérémonies de graduation de nouveaux policiers et la police avait tous les moyens pour accomplir sa mission. Et plus encore, on avait la conviction que la police s'était renforcée et pouvait, au départ de la MINUSTAH, assurer la sécurité du pays. L'exemple que je donne, le 15 mai 2016, le commissariat de police des Cayes a été attaqué par des bandits à l'arme lourde. Des policiers ont été tués, des véhicules incendiés, des armes volées. C'est la police elle-même qui a réagi, qui a repoussé les assaillants. On avait cru que la police était suffisamment avancée à grands pas dans son processus de professionnalisation et pouvait assurer la sécurité du pays au départ de la MINUSTAH. Au cours de cette même soirée, des attaques meurtrières ont été lancées à la capitale contre les institutions publiques et contre certaines entreprises privées. Encore là, la police ce soir-là, sans l'appui de la MINUSTAH, avait réagi et mis en déroute les assaillants. La police s'était renforcée. La justice, le pouvoir judiciaire est géré par le CSPJ. Le président Martelly, l'une de ses premières actions en matière de justice était la mise en place du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Les membres étaient encore dans le cours de leur mandat. Je n'avais pas à intervenir pour les remplacer. Troisième élément, je disais tantôt, toutes les institutions républicaines étaient fonctionnelles pendant mon mandat. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, je présidais la commission économie et finances du Sénat. J'ai recruté les 10 membres de cette cour. En 2013, la cour était fonctionnelle. Le conseil électoral permanent qu'il me fallait constituer était fonctionnel. Les conseils d'administration des banques d'État ont tous été ratifiés par le Sénat de la République et jouissaient de toute la légitimité constitutionnelle pour agir en toute indépendance dans la gestion des finances de la République. Le conseil électoral n'était pas permanent, il était provisoire. Provisoire, et c'était dans le cadre de ma mission. Très bien. Voilà. OK, dans le cadre de la mission. OK, d'accord. Maintenant, M. Privert, vous passez plusieurs postes dans l'État. Poste clé important est ministre, sénateur, président provisoire. Qui moment dans tout cheminement ça, dans toute carrière politique, qui était plus difficile pour vous, humainement, en tant qu'humain, et qui ça a coûté, mais qu'on est qui ça a coûté politiquement sur le plan personnel et sur le plan familial, parce que au cheminement comme ça, je crois qu'il y a un sacrifice à donner. Dis-nous, qui est plus difficile, qui était plus difficile pour vous à l'époque? Faut me rappeler aux téléspectateurs et téléspectatrices de cette émission que Jocelyn Privert a intégré la fonction publique sur la base du mérite. Et le ministère de l'Économie et des Finances organisait un concours de recrutement pour 25 nouveaux comptables à l'administration générale des contributions qui allait devenir direction générale des impôts. Je faisais partie de cette première liste et je suis de la première promotion de l'ENAF, École nationale d'administration financière. Après un an de formation à l'ENAF en fiscalité, moi intégré les contributions comme inspecteur assistant comptable. J'ai gravi les échelons, j'ai dirigé des services, j'ai dirigé des sections, j'ai dirigé des directions de services jusqu'à être directeur général de la DGI. La réforme que j'ai introduite au niveau de la DGI, sans conteste, est reconnue par la communauté nationale tout entière jusqu'à aujourd'hui. Rien de nouveau n'a été fait par rapport
aux réformes que j'ai introduites. Par la suite, j'ai été nommé secrétaire d'État aux finances pour coordonner la DGI et la douane. Ministre de l'Intérieur, diplômé en administration publique, formé particulièrement dans la décentralisation territoriale, malheureusement, au niveau du ministère, la situation politique à l'époque ne me permettait pas d'exploiter toutes mes capacités pour rendre irréversible la décentralisation territoriale. Au Sénat de la République, j'ai proposé plus d'une dizaine de lois qui ont toutes été adoptées par le Sénat, qui sont en attente de vote à la Chambre des députés. Et je ne peux me réjouir que ces propositions de loi, aussi indispensables qu'elles étaient, ne se sont pas concrétisées en loi. Mais par contre, humainement, ce qui me déchire le cœur, c'est la présidente de la République. Non pas que la tâche était ardue, c'est en quoi cette gestion a permis au pays de prendre son envol. Comment 5 ans de gestion ont pu nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Monsieur Saint-Louis, de 2010 à 2016, ça fait 16 ans, le pays a organisé une seule élection, alors qu'on aurait dû avoir organisé 7. Comment peut-on revendiquer d'être un État démocratique et ne pas donner au peuple le droit de choisir ses dirigeants? Pourquoi des dirigeants élus deviennent les principaux générateurs de crise politique, de dysfonctionnement institutionnel? Ça ne peut ne pas révolter. Et la question, on comprend facilement le désintérêt de la population pour les élections. Pourquoi on vote? Si les élections ne produisent pas le bonheur, si les élections auxquelles nous participions ne produisent pas le bonheur qui est inscrit dans le tout préambule de notre Constitution, donc comment sensibiliser le peuple à retourner au vote si à chaque fois qu'il vote, son vote se traduit en crise institutionnelle, en dysfonctionnement étatique? Serviteurs publics de cœur et d'âme, à chaque fois que je vois ce pays s'enfoncer dans cette crise, je me demande qu'est-ce que nous devions faire pour, une fois pour toutes, sortir de cette impasse et offrir à nos compatriotes l'espoir d'une vie meilleure dans leur pays. Et aujourd'hui, la situation est encore plus grave. Nous avons même dit, nous avons fait pléonation gravement grave. Nous avons là l'autre situation qui est développée. Il y a bandits, il y a gang, et il y a des gens qui parlaient de bandits et gang à sa patte et gang à cravate tout. Nous allons venir sur ça. Mais dans tout ce cheminement, peut-être, certainement, c'est ça que fait me poser aux questions, qui ça l'écouter. C'est sûr que l'écouter en pile sacrifice, puisque au métaux quand même à la disposition de la nation, au servi dans différents postes. C'est peut-être un politicien qui passe dans plus de postes, oui, là, dans l'État, passer l'autre. Je me permets de le dire, parce que nous avons regardé l'histoire ou cheminement ou, quand même, hein, et directeur général, ministre, et puis président provisoire, ont passé dans tout espace. Mais ça a coûté beaucoup de choses. Des arrestations, des accusations, des sanctions. Allons en parler. Arrestation, et nous allons venir sur un bagage, souhaiter qu'on va permettre de nous entrer dans le passé, on virer dans le passé, pour nous comprendre plus bien, peut-être pour permettre d'éclaircir certaines choses. On a parlé de massacre à la Syrie dans Saint-Marc, c'était en 2004, pareil. En 2004, il était arrêté, accusé, côté joué un rôle important dans l'événement tragique, ça, dans la ville de Saint-Marc, là, que qualifié même de massacre. Pour inviter les spectateurs, pour la nation, pour la vérité, et certainement pour éclaircir toute bagaille,
expliquez-nous qui ça réellement que t'est passé, selon vous-même. Et qui j'en vive question ça, je ne dis à là, et personnellement, puis c'est quand même une page d'histoire personnelle pour vous-même, mais une page dans l'histoire pays. Massacre la Syrie jusqu'à présent, il y a des gens qui ont reproché implication là-dedans. Qui ça le exactement, M. Privert? Et avant de répondre à la question, permettez-moi de faire un petit retour sur l'introduction là. Nous refusons le qualificatif de politicien. Jocelyn Privert bon? est un Ok. serviteur public. Jocelyn Privert est un serviteur public qui a eu à occuper des fonctions politiques. Et si me permettez, Ok. me faire un petit rappel, lorsque le président Aristide nommé ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales en 2002, le président Aristide pas connaît que j'étais détenteur d'une expertise en matière de décentralisation territoriale. Et le Nouvelliste, pour commenter ma nomination, a titré Jocelyn Privert, ce technocrate respecté par ses pairs et par le secteur privé, est appelé au ministère de l'Intérieur au moment où le président Aristide parle d'élection. On m'a vu, on me connaissait surtout comme percepteur, comme un percepteur d'impôts, comme un vérificateur d'impôts, comme employé de la DGI, mais peu de gens savaient que mon expertise était en matière de décentralisation territoriale. J'ai étudié l'administration publique et toute ma vie est mise au service de l'administration publique, non pas comme politicien, mais comme technocrate respecté. Merci. J'aborde la question. Massacre de la Syrie. Le 7 avril 2005, l'expert indépendant des Nations Unies pour les droits de l'homme, M. Louis Joinet, déclarait « Ils exagèrent ceux qui parlent de génocide. » Ce n'est pas massacre, c'est génocide. J'étais accusé d'être d'être auteur intellectuel de génocide. Ça t'a doué fort rire quand même. Et Louis Joinet de dire... Moi fort. C'est ça que fait qu'il y a des gens qui parlent de massacre. Génocide, c'est fort. Louis Joinet, c'est pas n'importe lequel. Peut-être que ce nom vous dit quelque chose. Expert indépendant des Nations Unies pour les droits de l'homme, le 7 avril 2005, dans une conférence de presse à l'hôtel Montana, après avoir lui-même visité Saint-Marc, a eu à déclarer « Ils exagèrent ceux qui parlent de massacre ou de génocide de la Syrie. Ce qui s'est passé à Saint-Marc, c'était un affrontement entre deux bandes rivales pour le contrôle du port de Saint-Marc. C'était de notoriété publique. À Saint-Marc, il y avait deux groupes armés rivales. Le Ramikos, rassemblement des militants conséquents de Saint-Marc, et pour de l'opposition, et Baléouzé, dirigé par le député Amanus Mayet, pour de famille Lavalas. Ces deux groupes régulièrement s'affrontaient pour le contrôle du port de Saint-Marc. C'est ça l'information. Le 5 février 2004, Madame Anne Fowler, coordonnatrice de la NCHR. NCHR, c'était une organisation dite National Coalition for Human Rights, a déclaré la ville de Saint-Marc est tombée aux mains des assaillants. La ville de Saint-Marc est tombée aux mains des assaillants. Je pense que vous rappelez en 2003, ça a été les assaillants. Les rebelles assaillants, c'était
des groupes de bandits accompagnés d'anciens militaires qui, chaque matin, attaquaient les villes, incendiaient les commissariats de police, forçant les policiers à abandonner leur poste et marchaient sur Port-au-Prince. C'était public. Il y a le Nouvelliste les rapporte. Et même à la suite de cette attaque armée contre le commissaire de Saint-Marc le 5 février 2004, commissariat incendié, des personnes tuées, la ville abandonnée. Le 9 février, le premier ministre Yvon Neptune, dans l'exercice de ses fonctions de président du CSPN, s'est rendu à Saint-Marc. C'était de sa responsabilité. Oui. On se rappelle de ça. Et au 29 février 2004, c'est cette visite du premier ministre à Saint-Marc qui a été travestie en génocide. Je n'avais pas mis les pieds à Saint-Marc. Je n'avais pas accompagné le Premier ministre. Il n'y avait aucune réunion du Conseil des ministres portant sur une quelconque opération policière à Saint-Marc. Et voilà que je vais être arrêté comme auteur intellectuel d'un génocide à la Syrie Saint-Marc. Mais qui a porté plainte? Les membres du Ramikos. Des bandits notoires, connus, je vous donne les noms, Chaliénor Thompson et Jean-Hugues Narcisse. Ce sont ces deux bandits, membres du groupe armé Ramikos, que Anne Foller avait décrit qui avait pris d'assaut le commissariat de Saint-Marc, et ce sont ces mêmes individus que la NCHR va transformer en victimes et formant l'association des victimes du génocide de la Syrie. C'est cette même organisation qui va porter plainte, et c'est à partir de cette plainte que je vais être arrêté. Par qui, savez-vous? Le ministre de la Justice en personne, M. Bernard Gousse. À quelle heure? À 3 heures du matin. Depuis quand un ministre de la Justice s'était-il transformé en officier de est venu personnellement? Le ministre lui-même, à 3 heures du matin, lui-même m'a conduit au pénitencier national, lui-même m'a dépouillé de mes affaires. Je vais rester 26 mois en prison pour entendre la justice, 26 mois plus tard, dire que le juge d'instruction près le tribunal de première instance de Saint-Marc était incompétent pour instruire contre Jocelyn Briver. Il n'y a pas eu de massacre. Il n'y a pas eu de massacre. Il n'y a pas eu de génocide. Mais pourtant, je vais vivre 26 mois de prison pour un événement qui n'a jamais eu lieu, pour un simple affrontement entre deux bandes rivales pour le contrôle du port de Saint-Marc. Vous voyez comment servir la République. Très bien. Comment servir la République. Comment servir la République peut être transformé en cauchemar pour ceux qui acceptent de servir leur pays. On s'imagine ce cauchemar, 26 mois au pénitencier national. Alors c'était quoi? Un règlement de compte? C'est ton règlement de compte? C'était question politique qu'il a réglé? D'après où? Je dis à la... Deux bandes rivales, Ramikos Baléouzé pour le contrôle du port de Saint-Marc. Très bien. Mais ils ont trouvé des acteurs pour les transformer en victimes, pour sortir du financement international, pour les aider à payer des avocats et faire payer les autres. Ok. C'est quand même, ça s'enterre quand même dans le passé, mais quand même, 26 mois au pénitencier national, c'est un prix à payer. On avance sur cette magistrat, j'imagine. Mais ce qu'il faut retenir, je suis sorti. Je suis sorti. Oui, tout à fait.
j'ai repris ma place dans la société. Jocelyn Privé peut se targuer de dire que son nom n'est associé à aucun acte criminel ou délictueux dans l'exercice de mes fonctions. Ce qui n'est pas facile, hein? En Haïti surtout. Vous me posez Mais ça, pas c'est la une page question. d'histoire. Oui. Permettez-moi, Valérie, vous ne me posez pas la question. Où sont les anciens dirigeants haïtiens? Où vivent-ils? Où est-ce que je vis moi-même? Je suis l'un des rares dirigeants haïtiens à rester en Haïti, à vivre en Haïti, à participer à la vie politique de mon pays à longueur de journée. Je suis sollicité par des organisations de la société civile, des organisations de jeunesse, des partis politiques à animer des séminaires, des conférences pour leurs membres. Je prends plaisir à participer à la formation de la jeunesse de mon pays. Je suis l'un des rares dirigeants politiques à vivre en Haïti, à être publiquement, à s'associer publiquement à toute la vie politique de mon pays. Intéressant. C'est bien de le mentionner parce qu'en fait, c'est vrai, il y a plusieurs qui ne sont pas là. Anciens premiers ministres, anciens présidents, ils ne sont plus dans le pays. C'est une page d'histoire, nous devons tirer les pages. Merci parce que vous retournez dans l'histoire avec nous. L'histoire assez douloureuse pour moi-même personnellement. 26 mois en prison quand même, c'était 2004 quand même. Mais en avant, c'est toujours, ou quand même, ou t'es un mandat d'arrêt pour corruption dans le Centre national d'équipement. En janvier 2024, eh bien, un juge haïtien lui-même te met un mandat d'arrêt. Enfin, évidemment, ce n'est pas eux-mêmes seulement, plusieurs autres anciens regardés, anciens responsables en Dipito, et puis on même tout la donne. Non, dossier de corruption, Centre national des équipements. Ou t'es dénoncé et décision ça, c'est sûr, t'es certainement monté au créneau, t'es dénoncé, ou t'es dit que t'es injuste et sans base légale. Clairement, dis-nous, n'a pas quand même essayé d'éclaircir certaines choses. Qui ça que t'es accusé et je ne dis à qui Jean dossier ça et qui répond sous gain pour monde qui justement continue à mettre dossier ça sous dos. Ou à faire mourir. Et des équipements appartenant au Centre national des équipements dilapidés. Dilapidés, servi de prétexte à un monsieur que je refuse de qualifier de magistrat pour tenter de m'intimider. Jocelyn Privé a une seule boussole, la loi et la Constitution. Je rappelle, l'unité de lutte contre la corruption a diligenté une enquête sur des équipements appartenant au Centre national des équipements. Le rapport élaboré par l'ULCC a identifié 21 proches, amis, parlementaires, alliés du président Jovenel Moïse en possession de ces équipements, des équipements entre leurs mains en 2018 et 2021. J'ai laissé le pouvoir le 7 février 2017. Comment des équipements distribués à des proches de M. Moïse en 2018 à 2021 peuvent-ils me concerner? Le juge, l'ULCC a identifié 21 personnes et le dossier a été transmis au parquet du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Le parquet l'a transmis au doyen. Le doyen l'a remis à un juge, à un monsieur qui s'appelle Alduniel Dimanche. Moi, je refuse de l'appeler magistrat ou juge ou juriste. De son propre chef, il a ajouté une vingtaine de noms sans aucune base sur les 21 qui ont été nommément identifiés par l'ULCC. De ces 20 noms, 2 anciens présidents, 5 anciens premiers ministres et 15 ministres. Imaginez-vous des équipements
donné par le pouvoir de M. Moïse à ses partisans en 2018 et 2021, des premiers ministres qui ont laissé leurs fonctions en 2009 ont été inclus dans la liste par M. Aduniel Dimanche. M. Dimanche n'avait entendu aucun des individus indexés. D'où vient-il? Qui lui a communiqué les noms des dirigeants à indexer? Il n'a aucune preuve, aucun acte, aucun article de loi qui l'autorise à indexer des personnes sans avoir reçu un réquisitoire supplétif du commissaire du gouvernement. L'action posée par M. Dimanche a été décriée aussi bien par le doyen que par le CSPJ. Ces actions ont été dénoncées. Et comme moi-même, je ne suis pas quelqu'un qui se laisse abattre, j'ai pris à mon corps défendant la conscience de mon pays pour dire à M. Dimanche qu'il n'a pas autorité sur moi, qu'il ne peut pas de sa propre volonté m'inculper dans un dossier dont je n'ai aucune relation. M. Moïse a remis des équipements du CNE à ses partisans pour créer de la visibilité en 2018 et 2021. Je n'ai rien à voir. Il n'a aucun pouvoir, aucun droit de m'inculper là-dedans. Pire, il ne m'a pas invité. Il a décerné un mandat d'amener. Oui, un mandat d'amener, justement. Donc, j'ai refusé. Je l'ai dénoncé. À partir de là, est-ce que vous... Ok. Monsieur Privert, est-ce que vous êtes jamais présenté devant la justice? Est-ce que vous jamais parlé devant la justice dans le cadre de dossier ça ou bien l'autre dossier? Ou bien vous avez considéré que, bon, les procédures ça, c'était purement politique, j'en suis expliqué là, ou bien dépourvu de toute crédibilité, il n'est pas de crédible, donc vous pas t'occuper ça. Vous pas te présenter devant la justice? Non, ce n'est pas Jocelyn Privert. Jocelyn Privert est un citoyen haïtien, il est justiciable et respecte les autorités de son pays. Dès l'instant où un autre juge en charge du dossier a utilisé les formes normales pour m'inviter, j'ai répondu à son invitation. Ok, très bien. Donc on peut dire que Et le dossier dossier a été classé et j'ai des documents attestant que le dossier, en ce qui me concerne, est classé. Ok, très bien. Très bien, très bien. Merci pour tous ces éclaircissements. Merci parce qu'on a fait exercice avec nous. C'est bon exercice qui est facile, je peux imaginer. Mais ça, c'est sur le plan national. On a les Kouniala sous le plan international. Là. Maintenant, M. Jocelyn Privert, Kouniala frappé de sanctions. Sanctionné par le Canada. Pour lien, soi-disant, avec des gangs. En 2023, le gouvernement du Canada, indexé personnellement et même sanctionné, il a accusé parce qu'il a financé des gangs armés en Haïti. Je dis encore, le dossier ça a fait surface. Hein. Regardez, m'a parlé de lui ensemble avec vous et la personne concernée, je pose la question, qui ont réagi face à l'accusation grave ça? Puisque ces jours-ci, il a parlé de sanctions. Est-ce que sanctions ça a été affecté personnellement et sanctions, expliquez-nous sa sanction si vraiment tu as une sanction. Est-ce que fonds ont été bloqués? Est-ce que d'après sanctions, pas de cas, alors fonds sous des fonds dans le pays Canada, pas de cas utilisé, ni entrer au Canada? Est-ce que affecté réputation en Haïti et sur le plan international? Sanctions avec le Canada. Et puis en plus, hein, M. Privert, ces jours-ci, il a parlé de financement de gangs. C'était grave à l'époque. Qui j'en répond à l'accusation, ça? Mais où est comment les réseaux sociaux peuvent fabriquer? Voilà que information qui vient joindre nous, c'est financement gang. Oui. Oh là, bah on est peut-être demain, gon moun qui a ajouté terroriste. Oui, c'est juste désigner un gang de terroristes. Hein. Or, il se trouve. Regardez, le Canada dit avoir des informations liant certains responsables politiques au financement et au soutien logistique de groupes armés. Donc, ça, c'est une deuxième question. Je vais répondre première. Non, je vais répondre première question. OK. Et, une information me vient récemment.
Côté on dit, gouvernement canadien sanctionné Jocelyn Privert le 15 février 2023 pour son implication dans des cas de corruption et de fraude à grande échelle. Voilà que d'autres mondes parlaient de financement gang. Ou comprendre très Financement bien, de gang, oui. avec réseaux OK. sociaux, ou qu'à fabriquer, sauver contre n'importe qui monde. Et par contre, Jocelyn Privert a toujours exprimé publiquement son aversion par rapport à la criminalité, qu'elle soit de sang, qu'elle soit financière. Jocelyn Privert, corruption à grande échelle dans le financement du programme Petro-Caribé, c'est premier monde qui publiquement au Sénat de la République le 15 mars 2003 a dénoncé la dilapidation des fonds Petro-Caribé. Ça m'a valu des mesures de rétorsion par le gouvernement d'alors. Mon épouse, fonctionnaire de l'État, a été révoquée de la fonction publique le lendemain du jour où j'ai eu à faire cette déclaration. Donc, si vous monde qui a dénoncé gaspillage Petro-Caribé, il est Jocelyn Privert. Deuxièmement, OK. le Canada serait, le gouvernement canadien serait, t'as dit, content pour t'a dit qui quantité cob que me déposer dans la banque la Kali, qui combien caille m'acheter, combien bien que me gagne la Kali. Donc, si on a corruption à grande échelle, on parle des millions de dollars. Bon, j'aurais bien aimé que le gouvernement canadien publie la liste des avoirs que Jocelyn Privert aurait détenus dans ses banques. Donc, tout OK, ceci pour dire, je sais, mais il n'y a pas eu de sanction du Canada. On parle de 2023 là, c'est un peu plus récent, 2023. Le gouvernement du Canada, il n'est pas sanctionné ou pas sanctionné dans ce moment-là. Dans le moment où on a parlé là. Jocelyn Privert pas en bas sanction pays Canada. oh non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, me dit. Me dit, si Canada a des raisons suffisantes, a des preuves que Jocelyn Privert était impliqué dans un scandale de corruption et de fraude à grande échelle dans le cadre du programme Petro-Caribé, faudrait-il bien que l'État dit combien corps gagne dans banque la Kaili, combien bien marché la Kaili, qui avoir que gagne la Kaili. Ça, c'est une première chose. Oui, oui. Deuxième OK. chose, le Canada, c'est grave qu'un pays étranger, ami d'Haïti, se sert des ragots véhiculés à travers les réseaux sociaux pour attaquer et salir la réputation des gens qu'ils ne portent pas dans leur cœur, juste pour satisfaire une clientèle électorale. C'est grave. Ah bon. Que OK. c'est grave. Intéressant que vous dites ça parce que Ce qui est OK. dit, Allez-y puis bien Valério, comprendre. Allez non, m'a bien expliquer bien. sous. M'a bien sous. Je pense que je suis un haïtien. Demain matin, pourquoi un président pas fait appel à vous-même pour occuper un poste de ministre, de directeur général en Haïti, et le lendemain du jour, des réseaux sociaux publient votre nom comme corrompu, comme voleur. Et le fait que les réseaux sociaux disent, et puis un pays étranger prend comme vérité de la balise. Parce que en salissant ton nom, ce pays se donne une clientèle électorale. C'est ça qui a passé là aujourd'hui. Les réseaux Oh sociaux my. servent, OK. les réseaux sociaux servent à alimenter les ambassades des informations, ça dit fake news, pour permettre yo sal non moun
dans le pays d'Haïti. Pour l'histoire et la vérité, lorsque je suis président de la République, les fonds Petro-Caribé disposaient de 82 millions de dollars. Le gouvernement avait des dettes évaluées à 232 millions de dollars. Le gouvernement disposait de 82 millions à partir des fonds Petro-Caribé et avait des dettes accumulées évaluées à 232 millions de dollars. 85 millions de dollars de ces dettes étaient en direction du Venezuela pour des acquisitions de produits pétroliers que nous avions payé dans un délai de 3 mois. Et 127 millions de dollars pour des firmes ayant exécuté des travaux de construction de routes et pour lesquels l'État ne pouvait pas payer. Mon administration a pris une résolution pour payer ces dettes, une partie de ces dettes. Cette résolution portait sur 33 millions de dollars pour payer des dettes envers des firmes contractantes laissées par le gouvernement précédent. Les ministères en charge, pendant ma présidence, ont décaissé 15 millions de ces 33 millions de dollars. Les autres ont été décaissés après mon départ du pouvoir. Aucun des ministres de mon administration, ministre des Travaux publics, ministre des Finances, ministre de la Planification, aucun d'entre eux n'a été indexé dans ce scandale de corruption. D'où vient que ce soit le seul nom de mon administration à être cité? Or, vous savez qu'en Haïti, que le président de la République n'est pas gestionnaire des fonds publics. Il n'engage pas les dépenses publiques. Oui, Il ne signe pas des... On dit qu'il est mineur. Il n'est pas responsable en quelque sorte. Il n'est pas Mais responsable. On sait aussi que Bon. Oui, c'est sûr, mais on sait aussi que le président a l'influence quand même. Il a peut-être l'influence de faire passer des fonds comme il veut, comme il voudrait. Et Je peux vous dire, en nature de la Constitution, aucun note verbal ou écrit du président de la République ne peut soustraire un ministre de la responsabilité attachée à sa fonction. Les ministres ne sont pas tenus de respecter les ordres du président de la République. C'est la Constitution qui le dit. C'est la Constitution, c'est les prescrits de la Constitution, c'est les écrits. Mais la pratique, c'est peut-être différent, M. Privert. On le sait, lorsqu'on est dans un environnement politique, il y a des influences quand même, des influences politiques. Il y a certaines personnalités, chacun a sa conviction arrêtée et sa personnalité, c'est sûr. Bon, enfin, je reviens encore à mon introduction. OK. Demain matin, vous êtes appelé à occuper une fonction en Haïti, à être nommé ambassadeur ou consul dans un État où vous êtes. Et puis, immédiatement, on est monté sur les réseaux sociaux. Depuis, gros, voilà, c'est Valérie Saint-Louis. Et puis, demain matin, petit tout l'école. Mais c'est ce que nous faisons. Mais c'est ça nous fait. Monter au créneau. Mais j'allais me battre du bec et des ongles pour défendre ma réputation. C'est ça nous fait. Mais publication ça yo servi la cause de nos ennemis, nos partenaires internationaux. Et nous sommes d'où l'Italie. Nous sommes d'où l'Italie. Scandale de corruption à grande échelle. L'armée Canada a publié la liste des avoirs que Jocelyn Privert dispose au Canada. Oui, bon, je t'ai dit, ça veut dire même ces sanctions pour question de financement avec gang. OK. Moi-même, ça c'est où? Non, pas répéter sous lui. Pas répéter sous lui ce que j'ai lu. Ce que j'ai lu d'une note publiée par le gouvernement canadien. Jocelyn Privert a été sanctionné le 15 février 2003 pour son implication dans des cas de corruption, des scandales de corruption à grande échelle liés au financement Petro-Caribé. Donc, dans deux ça, il laisse l'information.
Qui laisse qui Oui, information? oui, non, non, je m'excuse alors. Nous allons vérifier l'information ça. Parce que là, je trouve qu'en 2023, le gouvernement canadien lui-même, personnellement sanctionné M. Privert, accusé de financer des gangs armés en Haïti. Bon, pas qu'on est. Mais quelque part, que ce soit en 2003 ou en 2023, est-ce que, M. C'est Privert, est-ce que 2023, c'est vous pas entrez 2003. des. Ah, ok, C'est pas j'allais dire, c'est ça, c'est 2003, c'est 2023. 2023. J'allais dire, c'est 2023. C'est ça, me gagne tout, 2023. Bon, ok. Mais quand même, C'est est-ce qu'on ne peut 2023. pas entrer dans aucune logique de 2023? On ne peut pas faire aucune démarche pour peut-être répondre ou bien, bon, carrément répondre et défendre. Parce que moi-même, c'est ça que je fait. Je campé devant le gouvernement canadien, je dit, au soit jamais, au pas droit, enfin, je prendre des mesures légales. Est-ce qu'on fait aucune démarche juridique, diplomatique pour contester sanctions ça au niveau international? Mais est-ce que, alors la question qui n'a pas encore été répondue, est-ce que vraiment tu as des sanctions sur vous? Tu as des sanctions pays Canada sur vous? Pas oublier que j'étais ministre de l'Intérieur. En tant que ministre de l'Intérieur, j'avais les provisions légales pour interdire d'entrer sur mon territoire des ressortissants d'autres pays que m'estimais qui ne sont pas de vrais visiteurs. Pas qu'à empêcher un pays interdit d'entrer sur le territoire. Donc, c'est le droit du gouvernement Ah, canadien ok. d'interdire la chose Oui, temporaire oui. d'entrer sur ce territoire. C'est seul ça le cas pour contre moi. Je ne suis pas justiciable des tribunaux canadiens. Je ne suis pas redevable de la justice canadienne. Je suis redevable de la justice haïtienne. Je suis lié par le droit haïtien et non par le droit canadien. Le gouvernement canadien peut dire que Jocelyn Privert est indésirable sur son territoire. Tout comme dans l'exercice de mes fonctions de ministre, je sais dire à d'autres nationalités qu'elles sont indésirables sur le territoire haïtien. C'est un droit Ah bon? régalien. Ça, oui, alors c'est fait, c'est historiquement fait ou bien c'est peut-être on doit qu'on gagne? Parce que ça, il faut me dire, il y a Maintenant, pile dans monde qui a regardé là, qui a l'exercice de mes tendé, fonctions de qui, ministre, je sais ok, interdire à des nationalités et il y a certaines nations qui entrent dans le pays depuis l'aéroport, mettez dans même avion pour retourner côté aux autres. intéressant, En intéressant. tant Bon, que évidemment, pas ministre en les charge de officiels, les simples l'immigration. citoyens, oui, En, pas les en tant que officiels ministre, en tant que ministre en charge de l'immigration, un individu qui pénètre sur le sol haïtien, qui n'est pas un vrai visiteur, qui ne remplit pas les conditions pour être admis sur le territoire, moi embarquer dans le même avion de venir. C'est un droit ok, souverain ok. que a tout État. Oui, oui, évidemment. Bon, nous gagnons souveraineté. Et c'est ça qu'un pile monde a réclamé, je ne dis là. Il dit que, permettez-moi de faire ça, il dit que c'est seul, enfin, et que ça plaise à d'autres, ou à certains ou à d'autres, c'est seul François Duvalier qui te dit que, ou ambassadeur, ou personnage non grata, mette au dehors dans le pays. Personne n'a pas fait ça dans ce moment-là, dans les temps qui courent, ce n'est pas possible qu'on monde fait. Alors, c'est la perception, évidemment. Mon qui j'en monde à recevoir. Donc là, pour nous, et pour nous éclaircir les choses, il y a plein de monde qui peut-être ouais que est-ce que vraiment un ministre, un président, un premier ministre capable de faire ce genre d'action ça yo? Même gens que le Canada s'autorise, ça rouge le doigt de carrément et mettre des sanctions sur M. Privert et dire que il n'est pas qu'à entrer sur le territoire national par là. Est-ce que nous avons une question? Donc ça, pour moi, c'est un gros bagage. Donc c'est bien de le savoir qu'on est capable de faire. Et maintenant, est-ce que ce sont des personnalités officielles ou bien des simples citoyens qui ont refusé d'entrer dans le pays? Peu importe, dès que la personne est jugée indésirable, les autorités haïtiennes ont le droit régalien de leur demander de laisser le territoire. Et Mdou, Ok, les pendant que autorités. j'étais ministre intérieur en charge de l'immigration, j'en ai retourné plein d'individus que j'ai estimé indésirables pour prendre même avion de venir. Ok, Je n'ai pas ok, besoin qu'on intéressant, statue. intéressant. Oui, je comprends. Voilà, c'est bien. Parce que nous sommes pays quand même. Ce n'est pas un moulin avant Haïti finalement. On avance. On parle de l'amendement constitution, M. Privert. L'amendement constitution, c'est pas vraiment trop impliqué là-dedans. Mais pendant la présidence provisoire, là, où tu es quand même arrivé à prolonger le mandat, au-delà de 120 jours. On parlait de 120 jours qui étaient prévus pour te faire transition. C'était 120 jours qui étaient prévus. Et certains m'ont dit que ou tu violé l'article 134.2 amendé, Constitution 2012, hein, côté que ou tu frontières ajouté sous mandat, c'est-à-dire ou tu font quelques jours en plus. Qui genre ou Quelques défend mois, et quelques mois. accusation ça? Quelques mois. OK, voilà. Merci. Quelques mois.
Mais quand même, bon, quelque sorte, enfin, adversaire a dit que M. Privé a été violé la Constitution, pas respecté terme comme président provisoire, ou aller au-delà de temps. Qui j'en qu'à répondre à une assertion comme ça? Premièrement, pas de mandat qui est fixé à 120 jours. Ça doit être clair pour tout le monde. Ah bon? Ok, très bien. L'accord que j'ai signé avec le président Martelly, il était indiqué que la reprise du processus électoral, il a fait au mois de mai, 14 mai, et le nouveau président peut entrer en fonction le 14 juin. Mais il y avait une clause qui disait, si élection yo pas arrivé faite le 14 mai pour président prêter serment le 14 juin, l'Assemblée nationale prendra les dispositions qui s'imposent. Au délai de 120 jours pour faire. Si 120 jours n'est pas suffisant, c'est à l'Assemblée nationale de prolonger ou d'y mettre un terme. Mais ce n'était pas après 120 jours, moi j'étais pour m'aller. Les 120 jours sont arrivés. Oh, ok. Oui, c'est ça. Les 120 jours sont arrivés. 120 arrivés. jours. À l'arrivée des 120 jours, je ne vais pas entrer sous cause qui fait que l'élection n'a pas de fait au mois de mai. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Assemblée nationale devrait se réunir. Les proches de M. Moïse ont empêché la tenue de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale ne s'est jamais réunie. Parce que l'Assemblée nationale, pour se réunir, a besoin d'une majorité de 61 députés et de 16 sénateurs. Il y avait 16 sénateurs disponibles pour l'Assemblée nationale. Il y avait une résolution signée par 50 députés pour la tenue de l'Assemblée nationale. Mais les membres, les parlementaires proches de M. Moïse ont empêché la tenue de cette Assemblée nationale. L'Assemblée n'a jamais eu lieu. Elle ne s'est jamais prononcée sur la fin ou pas de mon mandat. C'est pas que mon mandat était fixé à 120 jours au 14 juin. Le mandat, on espérait pouvoir organiser les élections entre février et mai. Si ce délai est insuffisant, l'Assemblée nationale déciderait. L'Assemblée n'a jamais décidé. Ça, c'est une chose. Et pas oublier l'introduction, moi, te dire. À chaque fois nous avons une transition, nous faisons face à 3 obstacles majeurs qui empêchent le respect du délai des 120 jours, des 420 jours. Dans le cadre de cet accord, moi, je pour constituer un conseil électoral provisoire. Pour me former un conseil électoral provisoire, il faut me former un nouveau gouvernement, ça tout. Il faut me faire vérification, étape déjà franchie. J'ai choisi M. Fridjean comme Premier ministre dans les 15 premiers jours de mon mandat. Le Parlement l'a rejeté. Et le Parlement était partie prenante aussi de l'accord. Ce n'est pas le président qui avait toute la responsabilité. Les risques étaient partagés. J'avais à prendre des dispositions. Le Parlement avait aussi à prendre des dispositions. Quand le Parlement a mis 1 mois et demi pour me donner un gouvernement, le Parlement a retardé la mise en place du processus électoral. Quand le Parlement, dominé par le groupe APH, proche du gouvernement précédent et de M. Moïse,
ont refusé d'approuver le budget, la loi de finances présentée au Parlement intégrant le financement des élections, les parlementaires proches de l'ancien régime ont aussi retardé la mise en place du processus électoral. Je n'étais pas seul responsable. Le Parlement avait sa part de responsabilité. Et Très bien, très bien. parlons Un débat bien. politique. C'était C'est un un débat rapport de politique. force politique, là. Parlons bien. Mhm. La Très bien. transition, la transition gérée par la juge Erta Pascal Touyo a commencé de mars 90 à décembre 90, 11 mois. Celle conduite par M. Boniface Alexandre et Gérald Latortue, mars 2004 à mars 2004 à mai 2006, 2 ans. Celle que j'ai menée, février 2016 à février 2017. Aucune des transitions en route dans le pays depuis l'adoption de l'acte constitutionnel n'a jamais pu respecter les 120 jours calendaires prévus par la Constitution. La raison est que l'absence d'un conseil électoral permanent, l'obligation de changer de gouvernement à chaque instant, l'absence d'un décret électoral, d'une loi électorale permanente. Ce sont des vérités, ce sont des réalités Ce sont qu'il des faut comprendre. réalités. Ce sont des Des réalités. réalités. Et Merci de pointer ces réalités. aujourd'hui, nous On sommes allait à venir 5 pour ans. aujourd'hui en plus. Oui, C'est oui, 6 en ans. effet. Une transition qui perdure finalement. Voilà. On va venir sur cette transition. Mais juste avant, M. Privert, cette interview aussi a l'intention de permettre d'éclaircir et merci parce qu'on fait ça et on fait un pile et on fait tellement bien parce que chaque fois, évidemment, on vient avec des accusations, enfin, des dossiers, ou arriver à éclaircir. Et c'est ça qu'on a essayé de faire là. Je vais essayer d'aborder ça avec vous. Tu as gagné à un certain moment et amendement de la Constitution. Tu as gagné affaire de amendement de la Constitution, la Constitution amendée. Donc, on a parlé depuis sous le président Préval. Et pendant le président sous, tu as une question de document lui-même qui était supposé sortir, amendé, effectivement, arrivé à amender et publié dans le journal, dans l'organe officiel de la nation, qui c'est le Moniteur, qui il semblerait pas arrivé fait. Et on t'a mis des accusations sous d'autres, t'as fait quoi que c'est ou même qui t'a, bon, m'a utilisé le mot accusation même, falsifié, ou bien pas quitté document sorti, mais arrivé côté pour arriver à bon terme. Ce qui toujours dans les accusations, t'es facilité, ou du moins c'était, bon, par contre, t'es impliqué, un meurtre, ou assassinat qui était fait dans le même dossier, ça, d'après ça, fait qu'on est, ce serait le directeur lui-même des presses nationales de l'or, M. William Edouard. Est-ce au courant de ça et qui soit qu'à répondre de tout ça, qui a parlé là, pour nous éclaircir évidemment les perceptions? Fouille zone dans Kalalou. Ma fouille zone dans Kalalou. Oui. Ou C'est le travail du journaliste finalement. Ou qu'on avantage que moi gagne, c'est que je suis un mordu de l'administration publique. Moi connais les rouages de l'administration publique. Et l'erreur de celui qui est à l'origine de ce scandale, c'est son ignorance des procédures administratives. C'est son ignorance, je dis bien le mot, son ignorance des procédures administratives. Au Sénat de la République, j'étais le seul à détenir un ordinateur portable. J'étais le seul. Au Sénat de la République en 2010, j'étais le seul sénateur à détenir un ordinateur portable. Et ce qui a fait dire à Ouro Farel, mon ami, Jocelyn Privert est le seul à arriver au Parlement avec son Mac dans sa valise. Intéressant. Et les plus gens encore, n'avaient pas accès à un portable? Malheureusement pas. Il Et pas plus intéressé, encore, Gaël? Ok. Jocelyn Privert
C'est un administrateur de carrière. Habitude, moi, c'est rédiger des rapports. Lorsque n'a rédigé, n'a fait faire membre de la commission bicamérale spéciale chargée d'analyser l'amendement, mais mes collègues Oui, sénateurs justement. n'avaient pas cette capacité de rédiger un rapport. Et c'est moi qui t'ai qu'à rédiger. Et c'est moi seul qui t'ai qu'à rédiger à travers mon portable. Comme je suis quelqu'un qui travaille, me dit, qui utilise les technologies de l'information, à chaque fois que je rédige un rapport, moi partager avec mes collègues. Qu'est-ce qui s'est passé? Le texte final qui a été voté le mardi 10 mai 2011, c'est seulement que tu as une version finale là. C'est seulement que tu as un ordinateur. OK. Et quand Version le votée, président pas la choisit version officielle. la version officielle, quand le président OK. du Sénat m'a demandé de lui faire avoir la version officielle que j'avais partagée à tous les autres collègues, partager la veille. Et le vendredi après-midi, alors que le samedi matin, le président Martelly allait prêter serment sur cette version amendée, le président me demande de lui faire avoir, de lui imprimer la version définitive. Mais qui avait la version définitive? C'est moi. OK. M'imprimer version définitive de la loi constitutionnelle, me porter le bail président Joisil. Il a, il a visé les 15 pages du document et signé avec les membres du bureau de l'Assemblée nationale le 16e page. La 16e page. Toutes les premières 15 pages ont été visées à la main par Jean-Rodolphe Joisil et la dernière page paraphée par l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale. Et c'est ce document paraphé par Jean-Rodolphe Joisil qui a été transmis au président Préval, qui l'a promulgué et l'a fait publier. Le lendemain du jour, La version officielle a été, rapidement, là, dans le moment où on parle là, la version officielle a été publiée. C'est ça qu'on va dire là. La mais version on officielle va pour même ou doubler. M'a tourné, une information importante pour connaître. On a commencé la procédure de vote de l'amendement depuis le début de la semaine. Le sénateur Benoît, qui avait sa propre version constitutionnelle, n'avait pas pu faire admettre sa version, a déserté l'Assemblée nationale. Il n'était pas au Parlement le dernier jour où le texte a été voté. Mais on se rappelle aussi de cette déclaration. Exactement. Oui, il avait fait des déclarations. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La dernière version finalisée, est-ce qu'on rappelait un événement qui est passé? Que le dernier jour du vote de l'amendement, il y a au niveau des dispositions transitoires, on avait prorogé les mandats des sénateurs élus en 2006, qui devraient se terminer en 2012, on les avait prorogés en 2014. Donc, ils se donnaient 2 ans de mandat sans les élections. C'est ça, Quand le président c'est comme un cadeau. C'était comme un cadeau qu'on avait fait à ces sénateurs. Merci. Après le vote de cet article, le président Préval relève, Jocelyn, qui ça nous fait là? À pas nous prolonger mandat sénateur sans élection? Si c'est ce que vous avez voté, moi pas ciel. L'amendement était sur le point d'être abandonné. Comment retourner? C'est à ce moment, on est retourné dans la salle de séance.
On a remis au vote cette session transitoire. Il était minuit. L'amendement a été voté dans son intégralité. Mais je m'a dit, depuis les premières séances des 3 et 4 mai, les articles traitant des mandats étaient déjà votés. Tous les mandats étaient ramenés à 5 ans. On ne serait pas dans cette situation-là aujourd'hui. Tous les mandats étaient ramenés à 5 ans. Les députés avaient un mandat de 5 ans, sénateur mandat de 5 ans, maire mandat de 5 ans, Kazek mandat de 5 ans, président mandat de 5 ans. C'est ce qui a été voté. On n'était jamais retourné sur ces votes. Et le texte publié est publié avec des mandats de 5 ans. C'est quand le sénateur Benoît a remarqué que les mandats de 5 ans sont maintenus, il a crié au scandale. L'emdou ignorance liant, il t'a pris seulement mandé presse nationale. Est-ce qu'on a fait moins manuscrit que pouvoir exercer de vous bawa, l'État près que les 17 pages du document étaient signées de Rodolphe Joisil. Après le scandale, non, je suis de marbre. Je suis de marbre. Ouais. Scandale. Celui qui a falsifié l'amendement, c'est Jocelyn Brivert. Mais je suis froid comme du marbre. C'est ça. Parce que c'est de ça qu'on parle. Je suis en paix. Et même ajouté, je sais. Oui, très bien. Je comprends très bien. Et explication ça, li corroboré avec chronologie événement en tant que tel, mais c'est dans la sortie même, ou du moins dans la publication, on nous dit dans l'impression, dans les presses nationales, qu'il semble, alors ça vous fait quoi? Que il a changé, il a bail version qui pas officielle. Selon bon, d'où ça t'est passé? Bon, d'où ça t'est passé? Qui t'a... Oui. Bon, d'où ça t'est passé? Le vote de l'amendement, le vote final s'est opéré le mercredi soir à minuit. Le jeudi matin, moi descends dans le Parlement pour mal corriger les fautes d'orthographe qui avaient été identifiées au cours de la séance. Et là, bon, me dit un bagay. Au Sénat, au Parlement, on vote les lois article par article. Les interventions que chaque membre du Parlement a fait sur un article, correction demandée, c'est à la main écrite sur des feuilles volantes jusqu'à aujourd'hui. Oh, wow. OK. C'est pas un PowerPoint qui sous tableau, sous écran. C'est sous papier à la main que mon a écrit. Et puis, ce sont des sténographes, des dactylographes qui ne maîtrisent pas très bien le métier. Donc, le lendemain du jour, il faut que le rapporteur de la commission, qui est un parlementaire, lui retourne avec le personnel audiencier pour intégrer correction. Ce que j'ai fait avec sénateur La Tortue. L'en fin fait lire le texte final, nous distribuer à tous les membres de la commission, y compris des parlementaires qui étaient un compte email. Malheureusement, le jeudi matin, sénateur Joisil, président du Sénat, il réunit dans le bureau un groupe de collègues, les mandés font lecture pour lui. Sous texte que moi voyez balia. Et ce groupe de sénateurs, ils ont modifié l'article 90 qui était traité des mandats à mon insu. Et les Joisil mandé pour la dernière version imprimée pour lui. Moi pour bali version imprimée avec des mandats de 5 ans. Là ni gardé yo ici. OK. Il n'y a jamais eu de falsification. C'était la version. C'est la vraie, et c'est cette version qui a été publiée. Et si nous pas fait scandale inutile ça, je dis à tout besoin amende donc nous pas taper là-dedans. Et même crise ça que nous vivons là, nous pas ce problème de pays qui pas bien pour obliger faire élection chaque 2 ans, nous t'es fini avec elle. Ces messieurs qui ont provoqué scandale n'ont pas servi les causes de la République. Ils ont fait un scandale inutile.
Ils ont sali des noms, mon nom, celui du président Préval, inutilement, alors que la version qui a été publiée, c'est effectivement la version qui a été votée par les deux chambres en Assemblée nationale. C'était un faux scandale, Très bien. une tempête dans un verre Très d'eau. bien. Et aujourd'hui, nous Ouais. pas gagné crise 2016 là. Nous pas gagné crise 2021. Président Martin t'a payé pour 5 2021, ans, justement. Avec. Parlement Oui, t'a payé pour 5 exactement. ans, et chaque 5 ans t'a gagné élection. Et Correct. c'est ça que tu voté. Et C'est aujourd'hui un petit peu ça qui encore, t'est arrivé avec tout, Jovenel Moïse, tout. tout Pour question projet mandat, là, tout. d'amendement nous besoin, même si pour nous faire un amendement léger, il y a une révision légère, il y a une toilette dans la Constitution, c'est ramener tous les mandats à 5 ans. Et c'est ce qu'on avait. Et c'est ce qui a été fait en 2011, malheureusement, que ces gens ont dénaturé avec un faux scandale pour rien. M'a profité Oui, pour me dire, en effet. mais voici mon livre autobiographique, ou Kaweli. Tout est là-dedans. Intéressant. OK. Voilà, Tout OK. est là-dedans. Donc, c'est déjà publié. Moi, ou hard copy, C'est ou les sorti copies là. Donc, son copie que nous en avons. c'est en deux tomes. C'est en deux tomes, c'est sorti à la matin. Le premier tome est sorti en 2024, le deuxième en décembre 2025. Ils sont sortis là. Très bien, très bien. Voilà un bagage que nous pensons que nous sommes capables de bravo pour ça. En pile fois, eh bien, nos hommes d'État, ils n'ont pas quitté, nous capables de dire, ils n'ont pas quitté le travail, ils n'ont pas montré ça au fait. Bon, je ne pas qu'on est pour l'autre monde, mais à juste titre, il faut me lui-même. L'ancien Premier ministre, Gérald Latortue, lui aussi avait publié ses mémoires. Il dit, mais ça a été fait pendant le sous pouvoir. Et permettez-moi de dire bravo pour ça. Si vous faites ça, je pense que son bagage à suivre et à complimenter pour ça. C'est ça que nous avons besoin. Il faut rendre des comptes à la nation. Parce que nous allons aller chercher des livres, présenter le même pour le monde, pour l'auditoire téléimage qui t'a Ils sont Amazon. Parce que faut aller. Ils sont Amazon. Ils sont Amazon. Okay, superbe. OK. D'accord. Monsieur Privert, franchement, merci un pile pour tout éclaircissement que ça a apporté là. Mais moi, je vais actualiser l'interview ça. Je dis à nous, non, l'autre transition, ou même qui est habitué à la transition, ou même qui t'a fait transition pour là, avec tout ça que l'on gagne comme poids, comme, enfin, mon Dieu, cauchemar qu'on passé, et réputation qui est en jeu, réputation sur le plan national et même international. Tout ça qu'on fait face avec eux, je dis à où qu'on est que pays a, nous, où qu'on est qui ça pays a. D'abord, on a de bons rapports, certainement, au son monde qui bon, très cordial, au son monde, c'est bon tout le monde. On a certainement, je présume, de bons rapports avec l'actuel Premier ministre, Alex Didier Fils-Aimé. Est-ce que, ou pas la veille, sous pas la veille, qui sont deal, qui ont ouais position Alex Didier Fils-Aimé, je dis à, face à la réalité, ça que le gain là, ligue pour l'assurer une transition. Comme Premier ministre, évidemment, ce n'est pas la même situation pour là, situation différente, ou même qui sont à dire comme amis ou bien comme nous connaissons, qui sont à bali comme conseil et qui ont ouais transition par là. Même conseil que me bail Ariel Henry. Ariel Henry n'était pas un ami. Et Ariel Henry a été nommé par M. Moïse le 3 juillet 2021. Le 19 juillet 2021, il m'a rendu visite. Et il fait me connaître dans quel contexte président Moïse nommé le premier ministre. Moi dit ou pas qu'à faire une crise cardiaque, ou pas qu'à mourir, ou pas qu'à faire un stroke. L'alternative à Ariel Henry, c'est le chaos et l'anarchie. Parce qu'il n'y a aucune alternative constitutionnelle. Moi, je dis, monsieur, vous avez 12 à 18 mois maximum pour faire élection. C'est la seule façon de sortir rapidement de cette crise. Malheureusement, il était 31 mois. Le fait que me dit pas d'alternative à lui-même, il se croyait avoir un boulevard. Il n'a pas tenu compte que sa principale responsabilité, c'était les élections. Il m'a rendu visite le 2 janvier 2024. Moi, dit Premier ministre, vous avez 30 mois déjà sous pouvoir. Pas quitter le mois de janvier à passer sans pas former conseil électoral là. Dès l'instant qu'on forme conseil électoral là,
tu amorces déjà la fin de la transition. Il ne l'a pas fait. Voilà comment il a terminé. Comment il finit. Monsieur Didier Fils-Aimé vient ouais moi quelques jours après sa nomination en novembre 2024. Il dit Premier ministre, pas quitter projet réforme constitutionnelle là, retarder processus électoral. La démarche, Ah, ok. la mission de toute transition, c'est l'organisation des élections. Pas plus tard que dimanche dernier, j'ai rencontré avec moi dit Premier ministre, le pays en a marre de cette transition sans fin. Les élections, il faut coûte que coûte que le 7 février 2027 pour que le pays retourne à la normalité constitutionnelle. Si mon conseil m'a balle et m'a répété à longueur de journée, le pays ne peut plus attendre. Tout autant que nous pas organiser élection dans le pays, pas qu'une façon nous ka offrir l'espoir à la jeunesse de ce pays. Pas qu'un monde qui gen kobli qui vient investir non pays en crise, non pays en transition, non pays qui n'a instabilité politique. Comment nous pas retirer 2 millions de monde en battant si nous pas sorti dans transition ça? Comment nous pouvons soulager misère moun qui dans insécurité alimentaire? Lorsque je suis président provisoire en mars 2016, il y a 3,5 millions de compatriotes qui sont dans insécurité alimentaire. Pour qui résoudre l'insécurité alimentaire là? Parce que la crise électorale de 2015 a fait nous rater la récolte d'hiver, de la campagne d'hiver. Ça pour nous planter en octobre, novembre, décembre, qui était pour commencer à donner en janvier, février, nous pas de planter et en février, nous retrouvons avec 3,5 millions compétents en insécurité alimentaire. Je dis à les 6 millions. Si nous passons dans la crise, combien la pierre d'ici l'année prochaine? Le Premier ministre Didier Fils-Aimé n'a d'autre responsabilité que sortir le pays de cette transition par l'organisation des élections à brève échéance. C'est rassurant. Mais oui, c'est rassurant. Il a dit lui aussi que il va faire les élections, c'est ça sa mission, mais il s'occupe de la sécurité d'abord. Et il y a des gens qui sont d'accord, tout qui dit que, mais est-ce qu'on a fait élection dans ce moment-là, dans la crise que nous y a là, crise d'insécurité. Bandits, gangs qui jusqu'à présent contrôlent une bonne partie de la capitale. Faut que mate gang avant ça que vous aller vers les élections. Ça qui prend pile temps justement. Et c'est ça qu'on va prôner là. Pour même et pas occuper question bandits insécurité, aller vers les élections, faire l'élection kounya là. Alors préparer pour faire les élections dans ce moment-là, ou pensez le possible. Qui monde qui est responsable pour créer les conditions de sécurité, c'est pas ni moi ni vous. C'est le gouvernement qui assume sa responsabilité. Il faut reconnaître aujourd'hui qu'il y a des efforts significatifs qui commencent à être faits pour neutraliser la toute-puissance des bandits. Mais moi dit, ces opérations policières ne sont pas suffisantes. Il faut aussi entreprendre des initiatives pour leur couper les vives. Il faut combattre cette collusion malsaine entre des acteurs politiques, économiques, ce secteur mafieux et cette criminalité organisée. C'est la seule façon de restaurer. Il toujours répété, M. Saint-Louis. On dit que les armes viennent des États-Unis. Où passent-elles? À travers les frontières. Qui contrôle nos frontières? Quelle est la fonction de nos douaniers? Donc, par conséquent, qu'on verrouille toutes les portes d'entrée, ports, aéroports, frontières, que nous prenons le contrôle de notre territoire à travers le contrôle de ceux qui rentrent sur notre territoire. Et c'est là la responsabilité du gouvernement.